Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'Impondérable. Ce soir, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Laurence Biava, qui a publié une bonne quinzaine de livres. C'est le 16e. C'est le 16e celui-là. Merci de me Non, mais je t'en prie. rectifier. Donc, elle a aussi créé des prix littéraires. Je ne sais pas combien, je pense 2 ou plus, au moins 2. 2 prix littéraires, le prix Rive Gauche à Paris que j'ai créé en 2011, qui récompense une fiction française, une fiction étrangère et une revue littéraire, et le prix des savoirs qui est le corollaire de l'autre, que j'ai créé 1 an plus tard et qui récompense un essai. Et ces prix sont remis ou le dernier jeudi de novembre ou en raison de l'actualité, parfois du contexte social, etc. Parfois c'est reporté d'1 ou 2 semaines, et cette année les prix sont remis le 7 décembre à l'hôtel La Louisiane, rue de Seine. Mais vous recevrez des invitations, enfin notamment Brahim, Youssef. C'est gentil. En tout cas, bienvenue une nouvelle fois à l'Impondérable. Tu nous reviens avec un excellent roman, bien réussi, bien mené, quelque chose de Tennessee, où le cinéma vient un peu taquiner la littérature. Est-ce que je peux dire ainsi? Ah ben c'est même très bien présenté. Oui. C'est tout à fait ça. C'est la première fois que je tenais à écrire un roman qui mêle à la fois littérature et cinéma. Et c'est vrai qu'à ce titre, je pense que le livre est réussi. Oui. J'ai beaucoup travaillé, mais je te laisse parler. Ah non, c'est toi, l'autrice, un terme très à la mode, pour ne pas dire écrivaine. Moi, je préfère écrivain. Ah, écrivaine, oui, d'accord. Bah oui. Donc, il s'agit principalement d'une femme actrice qui prend un peu de l'âge et qui a des difficultés pour être prise dans des rôles qu'elle souhaite, en tout cas, n'est-ce pas? Ben, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'elle arrive à un certain âge, elle a dépassé la cinquantaine. Et comme beaucoup d'actrices, d'actrices françaises, je n'ai pensé à personne en particulier, mais je pense que c'est à un moment donné le cas de toutes les actrices. Elle en a un petit peu assez, qu'on la cantonne toujours dans les mêmes rôles et qu'on la fasse tourner dans des choses tout à fait inintéressantes. C'est vrai que c'est un livre féministe, dans le sens où j'ai voulu que mon héroïne ait une prédisposition féministe, évidemment, et finalement, on voit bouler un petit peu tout son petit monde, son agent, qui lui propose de façon répétitive, mais Anita, elle s'appelle Anita Devers, il faut absolument, que c'est le rôle de ta vie, il faut absolument que tu tournes dans ce film et tout, et finalement, elle dit non, pas du tout, et en fait, elle en a assez. Et elle décide tout simplement de prendre son destin, de reprendre un petit peu son destin cinématographique en main, et elle se lance dans une aventure à la fois littéraire et cinématographique, tu as tout à fait raison, en se débrouillant pour rencontrer un universitaire parisien qui lui fait connaître toute l'œuvre de Tennessee Williams, parce que c'est donc un livre sur l'œuvre aussi de Tennessee Williams, à qui je rends hommage. Tennessee Williams, finalement, n'est pas si connu que ça, mais c'était le plus grand auteur américain dramaturge. C'est une œuvre que je connais plutôt bien et à qui je rends hommage dans ce livre. Et en fait, Anita, par la rencontre avec cet universitaire parisien, va lui faire connaître, l'universitaire parisien va lui faire connaître toute l'œuvre de Tennessee Williams. Enfin, elle va lire la plupart des pièces. Et il se trouve que les pièces de Tennessee Williams sont particulières dans le sens où Tennessee Williams a écrit de telles choses que toutes les actrices hollywoodiennes des années 50-60 ont tourné dans les films qui ont été inspirés des pièces de théâtre de Tennessee Williams. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Voilà, et en fait, l'idée, si vous voulez, c'est de rendre hommage aussi au cinéma hollywoodien des années 50-60 et aux figures romanesques qui étaient Liz Taylor, Vivian Leigh, qu'on a toutes vues dans Autant on emporte le vent. Voilà, absolument. Et en fait, voilà, donc Anita, elle a une démarche vivifiante, elle veut redonner une certaine quintessence littéraire, pour le coup, à son trajet cinématographique. Et via cet universitaire, elle lit quasiment toutes les pièces, les choses en l'occurrence qui peuvent
lui parler aussi d'elle-même, de cette jeunesse qu'elle a évidemment conservée à l'intérieur d'elle-même, mais aussi de l'âge, du temps qui passe. Et donc elle va réadapter à sa sauce, dans un contexte temporel totalement différent de l'original. Elle va s'inspirer d'une pièce de Tennessee Williams qui s'appelle Deux oiseaux de jeunesse, et elle va l'adapter au cinéma. Donc elle se fait à la fois scénariste, réalisatrice, productrice, et elle va transposer cette pièce de Tennessee Williams dans l'Italie des années 20. Et elle va donc tourner cette pièce à Rimini, entre autres, et à Cinecittà, et voilà. Je te laisse la parole. Mais je crois que j'ai à peu près résumé. C'est bien que tu résumes un peu ton, voilà, je résume, roman. Ouais. Après, tu racontes très bien les tournages. On dirait que tu as fait du cinéma. Est-ce que tu as fait du cinéma? Absolument pas. Absolument pas, mais je me suis beaucoup renseignée sur... Un livre, ça ne s'écrit pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. J'ai travaillé plus de 2 ans sur ce roman. J'ai rencontré des cinéastes, c'est vrai, j'ai rencontré des cinéastes. J'ai rencontré aussi quelqu'un qui était comme moi féru de Tennessee Williams, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a dit, tiens, il y a ça, il faut absolument que tu en parles, etc. Il y a des pièces... Enfin, on sent, je pense, dans le roman que je connais bien l'œuvre de Tennessee Williams. Et c'est vrai que, bon, le reste, si tu veux, le simple fait de mettre bout à bout, de dire, oui, effectivement, le tournage, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, là, j'ai quand même laissé un petit peu parler mon imagination. Il y a aussi des choses que j'ai complètement inventées. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens du métier, bien sûr. Ça, oui, ça c'est clair. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais vraiment écrit n'importe quoi. Et le but d'un roman, c'est pas non plus d'écrire n'importe quoi. C'est quand même de se renseigner, de faire un travail un peu universitaire pour le coup. Et dans tous mes romans maintenant, depuis 2-3 ans, j'ai franchi un cap. En fait, je fais vraiment un travail universitaire. C'est-à-dire, je vais dans des bibliothèques, je me renseigne, je relis des livres. Là, j'ai revu certaines pièces de Tennessee Williams. J'ai vraiment fait un travail de chercheur, c'est vrai. Voilà. Il y a aussi un travail sur la littérature elle-même. Hein. Alors en page 40, tu nous dis pourquoi un écrivain peut écrire. Ouais. Pourquoi on écrit en général. Ouais. Alors, si je te posais la question, pourquoi Laurence Gava écrit-elle alors? Tu as tout dit en page 40. Oui, en fait, ça c'est marrant, ça ne m'étonne pas que ça t'ait plu parce que c'était un texte que j'avais dans mon tiroir et que j'ai inséré dans ce roman parce que je trouvais que c'était effectivement à un moment donné nécessaire de faire parler le personnage en question qui écrit ça. Tu peux lire un petit bout si tu veux. Alors oui, j'écris. Pourquoi écrire? Pourquoi et comment c'est possible? Écrit-on... C'est grave, j'ai des problèmes de vue, c'est pas très éclairé. Écrit-on pour tenir et pour réparer? Écrit-on pour fuir les implacables propagandes? Je crois. J'écris pour affirmer et parler sans frémir. J'écris pour vivre intensément ma vie comme toi. Tu joues la tienne à chaque instant quand tu t'exposes. J'écris pour construire et travailler une langue vivante qui ne laisse plus de place à la répétition et qui se libère des formes orthodoxes. J'écris pour comprendre les concepts contemporains, pour assimiler les questionnements et y répondre. J'écris pour aimer la réalité présente et la retranscrire. J'écris pour aller voir du côté de ceux qui disparaissent. J'écris pour suivre et poursuivre ceux qui tournent le dos au monde, qui vont vivre dans la forêt, qui s'y retirent pour y vieillir. J'écris pour explorer ce que signifie vieillir. J'écris pour comprendre ce que signifie apprivoiser la mort. Écrire est un prolongement qui dispense de trop penser à la mort. J'écris d'une certaine façon pour faire vivre des personnages qui vivent aussi leur vieillesse comme un rare privilège. J'écris comme tu joues, à force d'observer longuement mes contemporains, se débattre avec les bruits et les mouvements du monde. J'écris comme tu joues pour cerner des tranches de vie dans lesquelles
Je vais discerner le vrai du faux. J'écris comme tu joues pour aimer, donner le change. J'écris comme tu joues, alternant réflexion et respiration des voix des corps. J'écris pour me remémorer. J'écris pour ne pas brader le souvenir. J'écris parce que je cherche. J'écris pour rechercher la vie véridique. Comme toi, j'ai envie d'épiphanie. J'ai envie de couler dans les profondeurs des livres. J'ai envie d'extraire le meilleur des plumes douloureuses. J'ai envie de lignes téméraires et affranchies qui me happent et m'arriment à elles. J'ai envie de comprendre ce qui anéantit la tendresse et l'inexacte douceur des sentiments. J'ai envie de savoir ce qui se meut, ce qui pivote, ce qui s'obscurcit et se fissure. J'ai envie de gravité sourde, de pagaille joyeuse, de tumultes insatiables comme ceux des océans. J'ai envie d'exaltation brûlante à l'égal de tes prestations scéniques. J'ai envie de caresser des rêves, même friables, et de te les communiquer. Faisons ce que tu veux. Voyons-nous vite à ton retour de Nice et discutons de tout cela, si tu le souhaites, ma belle Anita. Bravo, Je ne pensais pas ressentir une telle émotion. Bravo, on peut l'applaudir effectivement. C'est assez fort, c'est l'un des passages les plus forts du livre. Et toi, Laurence, alors, tu as décidé d'écrire à quel âge? Quand est-ce que tu as décidé? Tu t'es dit dans ta tête, moi aussi, il faut que j'écrive. En fait, j'écris depuis que j'ai 15 ans. J'écris... Ça me bouleverse ce passage. Bon, bref. J'écris depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit. En fait, je n'ai fait que ça. J'allais à l'école, je revenais. J'écrivais. Je faisais pas forcément mes devoirs. D'ailleurs, je préférais écrire des poèmes, des textes que je laissais dans mes tiroirs. Et puis voilà. Et puis je les ai laissés longtemps dans des tiroirs. Et puis j'y suis revenue au moment de mon mariage. D'ailleurs, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Et puis j'ai toujours beaucoup écrit. Vraiment, voilà, c'est tout. Et pour répondre à ta question précédente, j'écris pour pouvoir écrire justement des choses comme ce que je viens de lire. J'écris parce que, au moins, quand j'écris, on me fiche la paix. En fait, j'écris pour être libre, en fait. J'écris parce que c'est le seul... L'écriture, vous prenez n'importe qui. Vous prenez une feuille blanche, vous prenez un stylo, vous vous mettez à écrire. Au-delà du simple fait d'avoir peur de ce qu'on appelle avoir peur de la page blanche, à partir du moment où votre stylo vous guide et vous commencez à écrire quelque chose, ça dépend des gens, mais généralement, plus rien ne peut vous arrêter. Vous êtes complètement galvanisé par quelque chose qui vous emporte, qui vous traîne vers quelque chose d'autre. Et en fait, c'est un entraînement. Tu dois être comme ça aussi, non ? C'est-à-dire que c'est un entraînement. À un moment donné, même, on ne peut plus s'arrêter, on est obligé de faire des plans parce que sinon, on se dit, mais oui, mais évidemment, pourquoi j'ai pas fait ça beaucoup plus tôt? Et en fait, c'est ça l'écriture. Pour moi, écrire, c'est être libre. C'est le seul véritable moment dans cette putain de société où je me sens libre. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Bravo, c'est bien dit, c'est bien dit. On donne la parole à nos amis de la salle pour des remarques, des questions. C'est à vous. C'est peut-être pas suffisant ce qu'on a dit, non? Oui, mais tu vas rebondir avec les questions, bien sûr. Mais peut-être que les gens n'ont pas de questions, tu sais, ça arrive aussi. Oh, ils vont avoir. Ça se passe toujours comme ça, mais il y a toujours des questions. Face à un écrivain, il y a toujours... Faut pas être intimidé, même si c'est pour dire comment vous aimez, pourquoi, peu importe. Oui. Vous aviez l'air bouleversé, qu'est-ce qui vous a bouleversé en particulier dans ce que vous venez de lire? En fait, c'est parce que je repensais à la flamme, je me revoyais l'écrire, et le corriger, et c'est un passage que j'ai écrit, en fait, qui n'était pas forcément fait pour être incorporé dans ce propre roman, et c'est un passage que j'avais écrit, en fait, pour autre chose, qui m'avait été commandé. C'est un mini-texte qui m'avait été commandé. Finalement, il n'avait pas été pris dans l'endroit où il devait aller, dans une revue. Je l'avais gardé au chaud, puis je l'ai retravaillé, et puis je l'ai complété. Je l'ai enrichi. Et c'est vrai que je l'ai écrit il y a 2 ans. Je l'ai écrit dans un certain contexte où, justement, vous savez, parfois on doute de soi. Évidemment, souvent on doute de soi, on se dit mais ce que j'écris c'est pas bien, il faut que j'améliore, voilà.
Et en fait, ça me ramène à moi-même ce passage. Ça me ramène peut-être aussi à ma propre peur d'écrire, parce que faut pas croire, j'ai l'air de me vanter, mais je vous assure, je suis comme tout le monde, hein, je n'écris pas toujours aussi facilement que ça. Et c'est vrai que ce passage, je l'aime bien, parce que je trouve qu'il est exalté, et il suffit, quand on le lit, quand on prend le temps de bien le lire, d'articuler, et tu as vu à la fin, j'ai un petit peu accéléré, on se laisse complètement, on se laisse passionner en fait. Voilà. Et comment du coup il a pu s'insérer C'est moi. Ah, pardon. Non, parce que mon éditrice m'a demandé un passage où elle m'a dit il manque quelque chose entre le moment où Anita est à Nice et le moment où elle retrouve son agent à Paris. Donc en fait, excellente question. Elle tombe à brûle pour point, merci. Et en fait, je me suis dit waouh, j'avais la flemme en fait non pas de corriger un texte parce que c'est bien normal de corriger un texte, mais j'avais un peu la flemme d'écrire, d'inventer littéralement autre chose, et je me suis dit tiens, je vais partir du. Alors j'ai proposé à mon éditrice, je lui ai dit en fait c'est une lettre, hein, donc. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que cette lettre, en fait, ce texte qui est antérieur à l'affaire de Tennessee, est-ce que tu crois que je peux l'incorporer dans le texte? En fait, je lui ai lu au téléphone, elle m'a dit, ah oui, c'est pas mal, t'as raison, pourquoi ne pas en faire une correspondance qui s'insère, voilà. Et en fait, je l'ai retravaillé, je l'ai enrichi, elle m'a dit, parce que ce que je lui ai lu n'était pas non plus tout à fait ça, donc elle m'a demandé de le compléter. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, je lui ai envoyé, elle m'a dit, ah oui, t'as raison, oui, c'est vrai, ça fait bien. Effectivement, c'est comme si ça dresse une passerelle, en fait. Parce que voilà, vous savez, c'est ça, dans les romans, parfois on écrit des choses, on termine un chapitre, on en commence un autre, puis on se dit, il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne vers vous et qui vous dit, ah tiens, ah ben là il manque peut-être quelque chose parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça va si vite, pourquoi elle revient, elle a des aventures dans les ruelles du Vieux-Nice, et puis paf, elle se retrouve assise en face dans le bureau de son agent, qui est un vieux tocard, et on ne comprend pas trop, c'est un peu ça, et c'est vrai qu'on ne comprend pas trop, on se dit tiens, on peut insérer quelque chose d'autre, voilà, mais... Non, mais c'est vrai, moi je l'aime bien ce livre, je le trouve. D'abord, il est vintage, comme on dit. Il est très années 50-60. Vous avez vraiment le sentiment, c'est pas comme un roman d'aujourd'hui. Vous êtes vraiment plongé, vous êtes dans Tennessee Williams. C'est vraiment l'âme de Tennessee Williams que j'ai voulu restituer. Hein. L'âme de Tennessee Williams, et puis son amour des acteurs, son amour des femmes. Ça existe. Voilà, il chérissait toutes ces actrices, il chérissait. Voilà. Mais toi, tu as aimé, mais dis pourquoi tu as aimé. Oui, pardon. Brahim. C'est Youssef. Vas-y, qu'est-ce que tu as aimé, toi? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous avez été suffisamment explicite quant à ce qui vous a poussé à écrire ce roman. Ouais. Vous avez expliqué. Voilà. Moi, ma question, c'est quand est-ce que, donc, une fois que vous avez commencé à écrire, ouais. Qu'est-ce qui fait, à quel moment, enfin bref, spatio-temporel, vous décidez d'arrêter ce roman? Parce que bon, c'est un roman science-fiction, donc vous pouvez vous parce qu'à un moment donné... on en a marre. Non, c'est pas ça, c'est que la chute était suffisante. Oui, ce que j'ai oublié de dire, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est aussi un hommage à Françoise Sagan. Parce qu'en fait, Françoise Sagan, je ne sais pas si vous connaissez Tennessee Williams, mais Tennessee Williams a trouvé le moyen de devenir, à la fin de sa vie, le meilleur ami de Françoise Sagan. Pourquoi? Parce que Françoise Sagan a été chargée par Tennessee Williams, qui la connaissait en tant que romancière. Il lui a demandé de réadapter. Et ça par contre, c'est autobiographique. Il lui a demandé de réadapter la pièce D'où oiseau de la jeunesse, qui a été jouée à la fin des années 50 au théâtre de l'Atelier, ici à Paris. Le théâtre de l'Atelier était présidé par André Barzac.
Ça, ce sont des choses qui sont un petit peu connues pour les gens du milieu cinématographique, etc. Et ce qui est important de dire, c'est que le roman commence en fait par ça. Le roman commence en fait par un hommage et à André Barzac du théâtre de l'Atelier où s'est joué Le Doux oiseau de la jeunesse, qui a donc été, la pièce de Tennessee Williams a donc été réadaptée par Françoise Sagan. Et il y a une actrice très célèbre qui a joué dans cette pièce de Tennessee Williams. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tennessee Williams a fait des États-Unis le déplacement exprès pour rencontrer Françoise Sagan et assister à la première de Doux oiseau de la jeunesse au théâtre de l'Atelier. Ça, c'est le début du roman. Puis quand je me suis dit, waouh, je tiens quelque chose pour mettre quand même dans un seul et même roman Tennessee Williams, André Barzac et Françoise Sagan, c'est bien, franchement c'est bien. Bon, donc, après j'ai repris mon plan. Dans un plan, il y a des choses qu'on rajoute, il y a des choses qu'on gomme, il y a des choses qu'on supprime. Et donc, à la fin du roman, il faut, le jour où vous allez lire ce livre, vous allez comprendre. En fait, la fin, je commence avec Françoise Sagan. Il y a des passages au milieu qui nous rappellent le fantôme, l'ombre de Françoise Sagan. C'est un livre extrêmement mélancolique qui rend donc aussi hommage à la mélancolie saganesque, on va dire ça comme ça. Et la fin du livre, en fait, la fin du livre, je ne vais pas vous raconter la fin, mais la fin aussi est un hommage à Sagan, et ça se termine par une allusion à Bonjour Tristesse, voilà, qui est le premier roman par lequel Françoise Sagan a été connue et reconnue en France. Voilà. Donc, en fait, une fois qu'on a écrit tout ça, on n'a plus qu'à refermer le livre, on n'a pas besoin d'écrire autre chose. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc, si vous voulez, voilà, dans mon esprit, c'était Sagan au début, Sagan au milieu, Sagan à la fin. Il me semble que la fin est réussie. Absolument. Hein? Il me semble. Mais bon. Voilà. Merci. Non, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. De toute façon, enfin, je ne sais pas toi en tant qu'écrivain, mais moi, au-delà de 200, 220 pages, je ne sais pas écrire au-delà. Après, je me répète, c'est pas bon, il y a des longueurs. À moins d'être un génie, Ouais. Il est préférable d'écrire des romans de moins de 200 pages. Tout à fait. On est d'accord. D'ailleurs, c'est la grande tendance Ouais. de la littérature mondiale aujourd'hui, mis à Ouais. part aux États-Unis où il y a quand même de grands écrivains qui écrivent des pavés. En Ouais. fait, il y a beaucoup de réussite dans le livre, donc même le portrait que tu fais d'Anita est très intéressant. Donc tu ne le donnes pas tout de suite, mais tu reviens vers son enfance, ses parents, C'est etc. ça. Elle n'a pas Donc, connu son père, donc voilà. sa mourage de C'est jeunes un hommes. peu une écriture cinématographique Ouais. par rapport au portrait que tu fais de l'actrice, Ouais. de l'héroïne, Ouais. qui est actrice aussi. Oui. Ouais. On ne va pas encore monopoliser la parole est à vous. Et puis on peut juste souligner le fait qu'il y a quand même des rôles masculins qui sont importants dans le Oui, livre. absolument. bien Ah, sûr. il y a l'agent, il y a l'universitaire parisien qu'elle rencontre qui lui fait donc découvrir une partie de l'œuvre de Tennessee. Et puis il y a le fameux amant, le Jérôme, et le metteur en scène Marc. Et là, je pense que j'ai réussi ça. Il y a une relation triangulaire qui se passe au mi-temps du livre jusqu'à la fin. Et la fin me semble aussi un petit peu inattendue en fait, puisque finalement, évidemment, je vais vous le dire, le tournage ne pourra pas se faire en fait. Voilà. Donc elle fait énormément de choses, mais finalement ça ne pourra pas se faire, mais pour une raison très précise. Mais c'est pas un polar littéraire non plus, on n'est pas du tout dans un thriller, ça n'a strictement rien à voir. C'est qu'en fait, les choses sont rendues matérielles sont rendues difficiles par un événement qui surgit, qui pour le coup donne réellement une touche mélancolique au bouquin, et ça on s'y attend pas. Et c'est pour ça qu'à la fin, on ne peut que finir sur Françoise Sagan, sur la mélancolie de Françoise Sagan. Voilà. Khlouf, tu voulais dire quelque chose? Rapidement. Si, Ras. Notre romancier poète, Ah, Mac. vous écrivez des livres? Ah bah oui, il en a publié un bon paquet. C'est vrai? Ah bah alors, Chiki? Mac Nadfrausen, c'est son nom d'auteur. Je ne sais pas si
Jonathan Frozen est avec nous. Si, il marche. Il marche. Mais le devant toi, il ne marche pas. Eh ben, il marche, la preuve. Je sais pas, c'est bon. Voilà. Bonsoir, monsieur. Oh là, Oula, Calme-toi. tout va bien? on voit que vous voulez vous faire entendre. Non, ça va. Non, moi, j'aime pas. Faut pas croire, j'ai horreur de l'exprimer en public. Hein. Oui, vas-y. C'est un J'ai effort pour deux moi. petites questions, s'il Ouais. vous plaît. La première, en fait, vous avez dit écrire, c'est vivre. Ouais. Donc, au-delà de la rime, est-ce que, on va dire, l'un des deux actes est plus prépondérant que l'autre? C'est-à-dire, c'est peut-être un peu philosophique, hein, ce que je viens de dire. J'ai dit qu'écrire, c'était être libre. Vivre aussi. Vivre, oui. Non, Être libre. peut-être écrire pour parler sans frémir. Oui, c'est Moi, ça. cette phrase me touche. Ah, merci. Ouais. Et Oui. la deuxième, elle est plus légère. Donc, j'ai vu le titre quelque chose de Tennessee, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que vous faites un petit clin d'œil à notre ami Johnny? Bien sûr, il est cité en exergue, bien entendu. Je ne peux pas faire autrement, non seulement à Johnny, mais à Michel Berger, puisque comme chacun sait, c'est Michel Berger qui a écrit les paroles. D'ailleurs, je l'ai envoyé, je suis très étonnée de n'avoir aucune nouvelle. J'ai réussi à l'envoyer à Laura Smet. Et je n'ai eu aucun retour. Et je pensais que par Frédéric Belgodet, qui est son meilleur ami, j'allais avoir un retour. Eh bien, comme quoi, vous savez, ce milieu est compliqué, il y a beaucoup d'indifférence. C'est très très compliqué. Bon, bref. Donc, pour votre première question, la deuxième question, c'est fait. La première question, écrire, c'est vivre. Je ne sais pas quoi vous répondre. Évidemment, il faut vivre. Voilà, il faut vivre. On peut très bien vivre sans écrire. Mais là, en l'occurrence, c'est pas mon cas. Je ne peux pas. Ma vie ne serait, pour reprendre un bout de phrase de Gainsbourg, ma vie ne saurait être vécue non seulement sans amour, mais sans écriture. Je ne peux pas. Je vais rentrer chez moi ce soir. Je vais faire une synthèse de ce moment que j'ai passé avec vous tous. C'est inné. C'est comme ça. Il y en a qui font autre chose. Hein. Il y en a qui vont allumer leur télé, qui vont regarder la Coupe du Monde au Qatar. Moi, non. Moi, je vais rentrer chez moi et je vais prendre des notes et je vais écrire. Déjà, je vais remercier Youssef par écrit parce que ça fait partie des choses que je sais faire. Et puis, je vais écrire sur un bloc. Je vais faire une petite synthèse de notre soirée, de ma soirée avec vous. Voilà. Donc oui, écrire pour moi, c'est vivre, c'est vrai. Maintenant, est-ce que vivre, c'est écrire? Ça dépend des individus. Alors, je fais ce que je peux pour vous répondre. Je ne suis pas professeur de philosophie. Je suis écrivain, mais pas professeur de philosophie. Mais je suis sûre que parmi vous... D'ailleurs, on va inverser les rôles. C'est moi qui vais vous poser une question, aux 4 petites dames devant moi. Est-ce que vous, franchement, est-ce que je me trompe lorsque je vous dis, je suis sûre que vous avez fait un jour l'expérience d'écrire quelque chose. Vous avez pris une feuille, vous avez pris un papier, un stylo, vous avez commencé à écrire. Et comment vous ressentez la chose? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui vient finalement beaucoup plus facilement qu'on ne le pense? Quand on est en colère, par exemple, on est en colère, on a une déception amoureuse, une déception professionnelle, et en fait on n'est pas bien, on est malheureux, et on a envie d'écrire quelque chose et de le poser sur un papier. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Louisa qui a écrit un livre, poignant. Non, mais bon, moi je ne suis pas écrivaine. Ouais. Mais j'ai rêvé d'écrire mon histoire pendant des années. Ouais. J'ai lu et relu pour pouvoir justement raconter mon histoire. Et ce que vous avez dit tout à l'heure en disant écrire, c'est Sans frémir. Vivre, c'est parler sans frémir. Moi j'ai raconté mon histoire et du début jusqu'à la fin, plus j'écrivais, plus j'avais envie de dire des choses que, entre guillemets,
j'aurais du mal à dire. Ah ben voilà, bravo. Et ça m'a fait beaucoup de bien Ouais. et ça m'a fait un énorme bien. Je ne l'ai Ouais. pas fait pour gagner de l'argent, Non, non, mais je comprends. ça a été ma thérapie. Ah ben voilà. Alors, Et une chose le fait- aussi... et Ouais. pardon, Non, je vous en la prie. parole. C'est pas vraiment... en fait, vous parliez d'une lettre pour combler un Ouais, vide. ouais. En fait, on s'est trouvé comme ça. Oui, hein. oui, Ouais. oui, non, mais justement, moi, personne ne m'a conseillé, mais quand j'ai écrit mon histoire et je suis arrivée jusqu'à l'âge de 25 ans, et j'avais 400 pages Word, je me suis dit, waouh, si je dois raconter mon histoire jusqu'à maintenant, parce qu'elle est très riche, comment je vais faire? Je vais faire 4-5 tomes, je vais faire 1000 pages, personne ne l'achètera. Et j'ai fini avec une lettre, justement, qui résume un petit peu les 40 années. Donc, je crois que quelque part, vous m'avez conseillé. Ah ben, vous savez, Et ça m'a fait énormément de bien. je me permets, je ne suis pas qu'écrivain, je suis aussi agent. Je suis agent littéraire. C'est-à-dire que je trouve des éditeurs, des maisons d'édition à des gens comme vous. Moi, je l'ai édité sur Amazon. Voilà, comme on en parlera, tu donneras mes coordonnées, voilà. Et j'avais du mal au début parce que c'est compliqué aussi de trouver des maisons d'édition, mais maintenant j'en trouve systématiquement, je trouve des éditeurs. Alors c'est pas non plus Gallimard tout le temps, mais voilà. Donc ça fait partie des choses que je sais faire, de corriger, de recorriger, de lire, de relire. Je fais des synthèses de lecture, je fais des propositions de correction, mais je ne suis pas qu'un correcteur. Je suis un intermédiaire, vraiment un agent qui met en lien avec des éditeurs. Ce que je voulais aussi vous dire, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, il y a une chose aussi qu'il ne faut jamais, jamais oublier, et ça je le dis à mes enfants, la chose là peut-être, à mon humble avis, encore une fois, à mon humble avis, une des choses les plus importantes dans l'existence, c'est de se nourrir des fictions des autres. Ce qui est important dans l'existence, c'est de lire. Plus vous lisez, plus vous vous enrichissez, mais surtout, plus vous lisez, mieux vous écrivez. C'est ça. Moi, j'ai pas mon certificat d'études, donc il fallait que je le lise. Il faut lire, c'est très important. Mais que vous ayez certificat d'études, diplôme ou pas diplôme, il faut lire, c'est important. Je suis sidérée dans le milieu professionnel que là je viens de quitter. Parce que je n'ai pas été gardée, j'avais un CDI, je n'ai pas été gardée. Bon, bref, j'ai fréquenté des gens dans le milieu de la chaussure. J'étais encore conseillère de vente de chaussures il y a 15 jours. Donc j'ai fréquenté des gens que je n'avais jamais fréquentés. Au printemps de Paris 2 au Chênay. Ce qui m'a sidéré, ce qui m'a frappé, franchement, c'est l'inculture de toute une jeunesse. Des gens qui n'ont jamais ouvert un livre. C'est fou. Mais c'est fou. Ils ont ouvert Facebook. Ah oui, mais moi aussi je joue Facebook. Moi je suis la première avec une vraie geek. Mais si vous voulez, je lis 5 livres par mois. Voilà. Il y en a une, j'ai une collègue qui me dit « Qu'est-ce que tu as dit là? Que tu allais t'acheter un abat-jour ?» Je dis « Ouais, je vais aller m'acheter un abat-jour chez le boulanger. Je vais aller m'acheter un abat-jour dans le centre commercial de Paris 2. » La nana, elle ne savait même pas ce que c'était qu'un abat-jour. J'ai dit « Mais c'est hallucinant. » Non mais je vous assure moi j'entends, je vois des trucs, mais qui sont, pardon, hein, on n'est plus du tout dans le roman, mais je suis tout ça pour rebondir en fait sur ce que vous dites. Il est important de prendre un papier, de prendre un crayon, il est important de lire, il est important d'écrire, mais il est très très important de lire. C'est ça la vérité, voilà. C'est tout ce que j'ai. Mais des fois, on a peur d'écrire aussi. C'est ça, c'est la peur d'écrire, ça existe. Ouais. On a peur, même si on a envie de dire des choses, mais malheureusement, on n'arrive pas à les dire, on n'arrive pas à les mettre sur le papier. Ben, en fait, il faut d'abord commencer par se parler à soi-même. Vous parlez toute seule dans votre chambre, vous parlez, vous dites « Ah tiens, là aujourd'hui je suis en colère, j'ai eu une grosse déception, ah un tel m'a énervé, vous l'exprimez, puis vous, allez, finalement ce que je viens de dire, je vais l'écrire, et voilà, et c'est comme ça que ça commence. C'est tout, c'est comme ça que ça commence. Alors bien sûr, tout ne se vaut pas non plus, parce que sinon tout le monde serait publié, évidemment. Il y a des gens qui ne savent pas écrire, il y a des gens qui écrivent, mais c'est pas de la littérature. Bon, c'est pas toujours très important, c'est pas très grave. Puis comme tu disais avant qu'on commence, il y a des choses dans ce milieu de l'édition, dans le milieu éditorial, il y a des choses qui sont tellement subjectives. C'est tellement subjectif. Allez savoir pourquoi ce livre-là
a plu à mon éditrice, Aurélia Gontier, et pourquoi il n'a pas plu à Albin Michel. Alors il a plu un peu à Albin Michel, mais pas suffisamment pour qu'il le publie. C'est complètement subjectif. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On n'écrit pas parce qu'on est en colère. On écrit parce qu'on a quelque chose à dire. On écrit aussi un petit peu parce qu'on est en colère. On écrit, vous savez, quand on est heureux, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Quand on est en colère, on dit les choses mal. On Ouais. les écrit mal. Peut-être, mais on peut quand même avoir un petit peu plus de tonus. On est plus tonique quand on est en colère, quand on est énervé, quand on a quelque chose qui ne va pas. On est presque plus tonique à l'écrire. On a plus de punch pour l'écrire. Moi, je connais des tas de gens heureux qui n'ont pas d'histoire. Je peux vous dire que ça ne leur viendrait jamais à l'esprit de prendre un papier et un crayon. Mais chacun son truc, hein. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que je ne peux pas me passer d'écrire, mais voilà, on comprend tout à fait qu'il y a des gens pour lesquels ce ne soit d'aucune nécessité. Pas de morale, pas de jugement de morale. Ouais. Voilà. Oui, merci. Merci pour tout ce que vous avez dit. Qui me parle? C'est vrai. Décidément, je pense que j'ai toujours regardé vers le bas. Pourtant, je ne vois plus d'alcool. C'est très beau tout ce que vous avez dit. Ouais. Je pense qu'il faut faire l'effort d'écrire. Moi, j'ai publié 12 livres de poésie. C'est bien. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Et les poèmes pleuvent encore. Et vous publiez où? Aux éditions du Net. Ah, d'accord. Voilà. Alors, je les avais rencontrés au Salon du Livre de la Porte de Versailles il y a quelques années. Ouais. Oui, il publie beaucoup, effectivement. Il faudrait que je vais vous donner ses coordonnées, à moins que vous le connaissiez, il faudrait que vous écriviez à Étienne Ruot, des éditions Unicité. Vous voyez ce que c'est? Oui, je connais, oui. Eh ben, il est très bien. Oui, et il publie beaucoup de livres de poésie. Et là, il vient de sortir un livre de chez Pierre Cormary. Cormary. Il est censé venir, hein, a priori. Ah, très bien. D'accord. Et donc, voilà, il faut faire l'effort d'écrire. Et c'est vrai, moi, je ne me sens libre qu'en écrivant. Ben voilà. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de poésie dans vos écrits. Ah, c'est gentil. Et donc, à quand un recueil de poésie? Alors, franchement, pour le coup, c'est pas mon truc. Simplement. C'est pas mon truc. Ah, je ne sais en aucun cas écrire. Je ne sais pas écrire de poèmes. Non, je ne sais pas écrire de poèmes. Vous voyez, quand je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais écrire éventuellement un petit recueil de nouvelles, ça oui, pourquoi pas. Des romans, oui. Des essais, parce qu'on m'en a commandé, oui. Des témoignages. J'ai écrit un témoignage sur Pôle emploi. J'ai passé 3 ans à Pôle emploi. J'ai été chômeur longue durée. Je vous assure, ça a été très compliqué pour moi à un moment donné. J'ai écrit un témoignage. Là, on m'en a demandé un autre, entre parenthèses. Les éditions Céramis m'ont demandé un texte sur l'éducation nationale où j'ai passé 1 an. Épreuve terrible, épreuve professionnelle absolument épouvantable. J'étais assistante d'inspectrice d'académie à Poissy. Je crois que j'ai 37 ans de vie professionnelle, je crois que c'est la pire chose que j'ai connue. Horrible. Mais horrible à tous les niveaux, horrible. J'étais trop loin de chez moi, horrible, j'ai trop de choses à dire. Avant, j'ai aussi fait de la politique, j'ai été attachée parlementaire en circonscription d'une des députées de la République En Marche. Pareil, ça a duré 1 an, on s'est quitté en très bons termes, mais là, il y a trop de choses qui ne vont pas, donc il faut aussi que je le dise. Et puis là, je viens de quitter un emploi où je me suis retrouvée, mais pourquoi pas, moi j'aime bien ce côté VRP multicarte, j'étais vendeuse de chaussures, ben là c'est pareil, j'ai aussi plein de choses à dire. Ah, mais vous savez, il faut se frotter au monde. C'est en fait aussi pour ça qu'on écrit, c'est pour un peu raconter et se dire que voilà, ce qu'on vit, peut-être que d'autres personnes le vivent et le ressentent, hein, c'est clair. Pôle emploi, c'était le témoignage de Pôle emploi, je peux vous dire qu'il a bouleversé pas mal de gens. Hein. Il y avait quoi dedans sans être... J'étais à un moment donné, je me suis retrouvée licenciée du groupe AXA où je suis restée 28 ans. Et je suis restée 2 ans et demi à Pôle emploi. Et puis la fille... alors 2 ans et demi à Pôle emploi en tant que chômeur. Et puis comme j'avais dépassé la cinquantaine et que j'ai 3 grands garçons, je connaissais de nom la nana de l'époque qui s'occupait de Pôle emploi à Saint-Quentin. Et elle m'a dit, Madame Diava, vous avez 3 enfants à charge, vous avez 51 ans.
le CUI, le contrat unique d'insertion. Et en fait, Macron a supprimé ça. Pour moi, c'est une vraie grosse connerie, parce que le contrat unique d'insertion, ça coûtait 40 centimes à Pôle emploi. Je ne vois pas pourquoi il l'a supprimé, parce qu'au contraire, ça permettait aux gens de retrouver du boulot. Donc en fait, vous alliez à Pôle emploi pendant 1 an. Le matin, c'est complètement hallucinant comme histoire. C'est-à-dire que le matin, vous étiez employé par Pôle emploi pour trouver du travail. Donc vous aviez un tuteur qui vous refaisait faire tous les CV de la création, qui vous prenait en main, à qui vous téléphoniez d'hypothétiques employeurs, etc. Donc ça, c'était tous les matins. Et l'après-midi, vous étiez carrément employé par Pôle emploi. Donc en fait, j'étais à l'accueil, je travaillais pour Pôle emploi l'après-midi. Et là, j'ai vu des gens comme moi. Mais je peux vous assurer que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai vu des pilotes d'Air France. J'ai vu des hôtesses de l'air. J'ai vu des gens chialer dans la salle d'attente de Pôle emploi à 50 ans d'église. Incroyable. Incroyable. Et donc, je me suis dit, bah voilà, par exemple, tiens, c'est le genre de conneries que je vais écrire. Ne peut pas ne pas l'écrire. Et donc, grâce à ça, j'ai retrouvé 2 petits emplois, mais j'ai quand même retrouvé des emplois. Et du coup, j'ai eu énormément j'ai eu finalement de la peine à quitter Pôle emploi en tant que salarié. Et les CUI, à l'époque, ne pouvaient pas être reconduits dans le temps. Et Macron, ça c'était en 2015-2016, et Macron, en 2018, les a supprimés. Et j'ai jamais compris pourquoi. Bref, je pense qu'on est arrivé à la séance des dédicaces. Pardon d'avoir... Non, il n'y a pas... mais c'est parce qu'on parle d'écriture. Non, c'est très bien, c'est très bien. Bon, c'est vivant, quoi. Bah oui, la discussion peut continuer autour d'un verre. Et maintenant, Laurence va dédicacer ses livres pour ceux qui veulent lire le livre. Et merci à vous toutes et à vous tous.